nous avons alerté la gendarmerie et aussi les agents du quai de pêche de Ouakam. Apparemment, c'était une pirogue qui était chargée d'environ une centaine de personnes, un peu plus de 100, qui n'avait plus de moteur apparemment. Et il fallait leur trouver un moteur. Donc j'ai alerté le quai de pêche de Ouakam et la gendarmerie pour leur dire que nous allons trouver un moteur pour les faire arriver au moins au niveau du quai de pêche de Ouakam. Donc nous avons assisté avec désolation à la décharge de tout ce beau monde. Malheureusement, c'est que des jeunes. C'est vraiment triste d'assister à ces situations-là. Donc la gendarmerie les a interceptés et après les fouilles, une enquête est en train de suivre son cours. On les a acheminés à la gendarmerie. Donc on était là pour assister au débarquement de tout ce beau monde. Tout juste à côté du restaurant Kausara, il doit y avoir un giratoire. Nous avons écrit au propriétaire pour l'informer qu'il doit quitter, car nous estimons que ce restaurant ne doit pas entraver les travaux sur cette partie de la ville. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Le maire ne doit pas dire que le restaurant bloque les travaux. Je le dis tout de suite et maintenant. Si l'intérêt de Thiès se présente, je suis prêt à me sacrifier. Nous dénonçons cette démarche du maire. Je n'ai jamais reçu une sommation de quitter. Ici, ce sont des dizaines de personnes qui travaillent. Je ne veux pas les sacrifier. Mais il faut que tout soit légal. Il faut quelque chose de tangible pour que nous quittions. Une fois de plus, on n'a jamais refusé de partir. Le 14 août, alors que tout le Sénégal, tous les amis de Lat Diop, tous ceux qui sont épris de justice avaient retenu leur souffle, pensant que cette fois-ci, quand même, M. Lat Diop allait sortir, le parquet général le 14 août a encore fait un pourvoi en cassation, ce qui bloque la mise en liberté de M. Lat Diop. Le dossier est également, aujourd'hui, entre les mains et à la Cour suprême, est renvoyé à la Cour suprême, pour qu'elle statue encore une fois sur cette demande. Donc, voilà les différentes péripéties de la procédure que nous tenions à rappeler, bien que nous savons que la plupart d'entre vous savent, parce que nous constatons que vous avez suivi les procédures jusque-là. Aujourd'hui, cette conférence de presse, les plus anciens y reviendront, a pour simplement donc, sans tarder, j'attirerai l'attention de tout le monde d'éclairer l'opinion sur les manipulations qui ont été faites. Parce que tantôt, certains disaient que non, Lat Diop avait payé, il avait demandé à payer, tantôt Lat Diop était malade, tantôt Lat Diop... Alors de tout cela, rien du tout. Je pense qu'il est important de s'arrêter sur l'extorsion de fonds. Parce que tout le monde, toute l'opinion publique pense que Lat Diop est poursuivi pour corruption. Alors, pourquoi est-on passé de la corruption vers l'extorsion de fonds? Alors, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'extorsion de fonds. L'extorsion de fonds, c'est le fait de récupérer des fonds de quelqu'un par la violence. C'est comme un agresseur qui vous voit avec de l'argent et qui récupère l'argent, ou par la menace. Donc, vous voyez que c'est pour protéger quelqu'un qu'on a essayé d'utiliser ce subterfuge, n'est-ce pas, qui consiste à qualifier le prétendu délit d'extorsion de fonds. La deuxième chose, c'est que si l'argent provient
de M. Dien. Est-ce que cet argent-là peut être qualifié de deniers publics? À supposer que ce soit vrai, que M. Dien ait remis de l'argent à Lat Diop. Est-ce que cet argent peut être qualifié de deniers publics? Donc, vous voyez que les délits, n'est-ce pas, pour lesquels Lat Diop est poursuivi, posent déjà problème. Détournement de deniers publics, extorsion de fonds. Ça n'existe pas. Ainsi, cette démarche consistera à mieux aligner les politiques, les programmes sur le référentiel 2050 ainsi que les directives présidentielles. L'enjeu, c'est de rendre l'artisanat et le tourisme productifs et compétitifs sur le marché national, sous-régional et international. Pour y arriver, je tâcherai d'affiner la vision du secteur, d'aligner nos actions sur des objectifs de performance et de vérifier régulièrement les résultats. C'est fort de ces constats, orientations et engagements que je voudrais, pour terminer, rappeler que le nouvel réaménagement institutionnel qui unifie le tourisme, la culture et l'artisanat est un changement stratégique majeur qui appelle non seulement des ruptures, mais aussi des changements de paradigme dans tous les secteurs visés. Il ne s'agit pas de faire de simples passerelles entre les trois secteurs, mais d'opérer de véritables vases communicants dont chacun bénéficiera des internalités positives grâce à une prise de décision et d'exécution raccourcie. Nous sommes conscients que ce secteur est et devra être le pilier de l'agenda de transformation puisqu'il concerne l'essentiel de l'économie sénégalaise et des acteurs, dont les artisans qui sont venus ici en nombre. Financé à hauteur de 131 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, le FSRP adopte un système de financement à coût partagé pour les bénéficiaires. C'est un programme qui est financé par la Banque mondiale et le FIDA à hauteur de 230 millions de dollars. Donc 131 milliards de francs CFA. On va devoir donc, en tout cas au cours de l'exécution du projet, à donner un financement à hauteur de 33 milliards de francs CFA à peu près 3 000 bénéficiaires qui donc vont recevoir ces financements-là à travers 3 fenêtres. La première fenêtre, c'est une fenêtre pour les petits projets qui va donc être à peu près dans les 3 à 6 millions de francs CFA par bénéficiaire. La deuxième fenêtre de 5-6 millions à 28 millions de francs CFA pour les projets à moindre taille et pour les projets à grande taille de 28 à 285 millions. Destiné à 3 000 bénéficiaires, ce projet aura un impact positif pour le Sénégal, notamment en contribuant à la résolution du problème de l'emploi. Le projet va résorber donc en tout cas le problème d'emploi, en tout cas une partie. Et on va devoir aussi mettre en place 1000 hectares de coopératives agricoles communautaires avec donc tous les investissements d'infrastructures relatifs donc au forage, en tout cas à toutes les moyens donc de production pour faire fonctionner donc ces coopératives. Au-delà de ça aussi, nous avons des périmètres qu'on va rendre donc fonctionnels avec la SET sur une superficie de 4500 hectares. Le coordonnateur du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSRP Sénégal, a apporté des éclaircissements sur le processus à suivre pour devenir bénéficiaire de ce projet qui concerne l'ensemble des régions du pays. Nous avons plusieurs manières de postuler. D'abord, on peut le faire avec la remplissage de fiches d'identification, mais aussi qu'on va déposer au niveau des DRDR, des DREPA et des services départementaux de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi des versions électroniques qu'on peut envoyer à travers donc, des mails, mais aussi
et surtout avec la plateforme qui est maintenant mise en place, qu'on peut donc aussi utiliser avec le site fsrp.sn. Dans l'optique de renforcer la productivité agricole et d'assurer la souveraineté alimentaire, le FSRP finance des services de développement et appuie les promoteurs dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Deux types de comparaison. La première comparaison, c'est par rapport à l'année dernière. Et l'autre comparaison, c'est par rapport à la normale, à la moyenne pluviométrique 1991-2020. Donc il faut reconnaître que sur toutes les localités nord, on a des cumuls qui sont supérieurs à ceux qu'on a eu l'année dernière. Quand je parle des localités nord, c'est toute la région de Saint-Louis, Matam, jusqu'à la région de Louga. Des cumuls aussi ont été supérieurs dans la région de Dakar par rapport à l'année dernière et des cumuls équivalents dans la région de Thiès, supérieurs toujours dans le centre du pays, dans la région de Diourbel, dans la région de Kaolack. Et dans le département de Nioro, on a une situation qui est inférieure par rapport à l'année dernière. Dans le département de Fatick, on a une situation qui est normale, qui est à peu près équivalente par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière. Mais si on remonte vers les localités est du pays, on a une situation qui est supérieure. Des cumuls qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on a eu l'année dernière. Et dans la partie sud, la situation est un peu mitigée par rapport à une comparaison de l'année dernière, parce que dans le département de Sédhiou, dans la région de Sédhiou, les cumuls sont inférieurs à ce qu'on a eu l'année dernière. Dans le département de Oussy aussi, on a des cumuls qui sont inférieurs par rapport aux cumuls qu'on a reçus en 2024. Maintenant, si on fait la comparaison par rapport à la moyenne pluviométrique qui est beaucoup plus représentative, la moyenne de 1991-2020, on a une situation globalement normale à excédentaire sur l'ensemble du pays. Mais les excédences sont beaucoup plus marquées sur l'axe Matam-Louga, beaucoup plus marquées aussi sur le département de Mbour et dans la région de Kaolack. Une situation aussi beaucoup plus marquée sur Tambacounda, mais une situation normale dans la région de Dakar par rapport à l'année dernière. Et une situation déficitaire dans le département de Nioro. Mais ce qui est beaucoup plus remarquable, cette année, on a eu beaucoup de pluies journalières qui sont supérieures à 100 mm. C'est-à-dire, donc, dans un contexte de changement climatique, on a une résurgence de ces événements extrêmes. Aussi bien au nord, au sud, au centre, on a eu beaucoup de pluies journalières qui ont été très importantes. Et le record absolu a été recueilli à Impact durant le mois d'août où on a eu 278 mm. Donc c'est une forte quantité qui a été recueillie dans le département de Ziguinchor cette année et dans les autres localités.